L'effondrement du Japon pourrait entraîner l'économie mondiale dans sa chute. Pendant près d'un demi-siècle, le Japon a été la tirelire du monde. Il a investi massivement dans les marchés mondiaux en achetant des bons du trésor américain et en finançant des infrastructures comme des aéroports en Inde et des métros en Australie. Ces fonds de pension ont tellement grossi qu'ils sont devenus les plus grands propriétaires étrangers de tout, des obligations européennes aux actions technologiques de la Silicon Valley. Au sommet, les actifs étrangers nets du Japon ont atteint 3000 milliards de dollars, un record mondial. Lorsque Wall Street ou Francfort manquaient de liquidités, Tokyo était présent, prêt à les fournir. Cependant, cette tirelire se vide actuellement. La situation s'est inversée. La dette du Japon atteint maintenant environ 260% du produit intérieur brut. Cela signifie que le Japon doit environ 2,5 fois plus que la taille totale de toute son économie. En comparaison, les États-Unis, souvent critiqués pour leur dette colossale, ont un ratio dette, produit intérieur brut, d'environ 125%. Même le Premier ministre japonais a ouvertement admis que leur situation financière est pire que celle de la Grèce. Il y a environ 10 ans, la Grèce a traversé plusieurs crises de la dette, menaçant l'effondrement de l'économie européenne. Au plus fort de la crise, le ratio dette, produit intérieur brut de la Grèce, a culminé à environ 190%. Pour toute économie, même des géants comme les États-Unis ou la Chine, quelques facteurs essentiels décident au final de son destin. D'abord, il y a la démographie, c'est-à-dire comment la population d'un pays a évolué ou changé au cours des dernières décennies, et comment elle va évoluer dans les mois à venir. Contrairement aux États-Unis qui continuent de croître grâce à l'immigration, la population active de la Chine a culminé en 2011. Il y a aussi la question de la dette, qui ne se limite pas au montant dû par un pays. Il s'agit de savoir si le pays peut gérer cette dette sans étouffer sa croissance, et s'il peut la rembourser. En somme, tout se résume à la productivité, l'innovation et les institutions. Ces éléments déterminent si une économie peut transformer efficacement ses ressources en croissance réelle et maintenir un accès solide aux marchés mondiaux. En somme, ces éléments interagissent pour un fonctionnement fluide. Mais dès qu'un de ces facteurs commence à ralentir ou échoue, il entraîne progressivement tous les autres vers le bas, petit à petit, jusqu'à ce que l'ensemble de l'économie commence à s'effondrer. Et c'est exactement ce qui arrive au Japon. En 2024, seulement 729 888 bébés sont nés au Japon. Pour mettre ce chiffre en perspective, plus de 1 620 000 Japonais sont décédés la même année, ce qui signifie que pour chaque bébé né, plus de 2 personnes sont décédées. Et c'est le plus grand défi du Japon, car la population du pays diminue régulièrement depuis 9 années consécutives. Le Japon manque littéralement de population, en particulier de jeunes. La population du Japon a atteint un pic d'environ 128 millions en 2010, et elle n'a cessé de diminuer depuis, tombant à environ 123 millions d'ici 2025. Et si cela n'était pas déjà un problème, le Japon a également l'une des espérances de vie les plus élevées au monde, avec une moyenne de près de 85 ans. Vivre plus longtemps est généralement formidable, mais cela pose de sérieux problèmes économiques. Moins de jeunes signifie une main-d'œuvre en diminution, une demande intérieure plus faible et des recettes fiscales moindres. En parallèle, les coûts des retraites et des soins de santé pour les aînés explosent. Vous voyez le cercle vicieux ? Le gouvernement a tenté diverses mesures pour encourager les familles à avoir plus d'enfants, améliorer le soutien à la garde d'enfants et assouplir légèrement les politiques d'immigration strictes du Japon, facilitant l'arrivée de travailleurs étrangers pour combler le manque. Mais ces mesures ont leurs limites. Des facteurs culturels et structurels comme le coût de la vie élevé, les petits logements, les mariages tardifs et le fait que de plus en plus de femmes poursuivent une carrière à temps plein font que les taux de natalité restent extrêmement bas. Actuellement, il tourne autour de 1,2 enfants par femme, bien en dessous des environ 2,1 nécessaires, simplement pour maintenir la population stable. Si rien ne change, la population du Japon chutera sous les 105 millions d'ici 2050 et pourrait même atteindre 87 millions d'ici 2060. En termes simples, sans mesures drastiques, année après année, la base fiscale diminue, les dépenses publiques augmentent et le Japon perd progressivement sa capacité à gérer ses dettes. Depuis des années, le ministère des Finances du Japon alerte que le système de retraite et de santé est sous pression, car le ratio travailleurs-retraités diminue constamment. Actuellement, il n'y a que 1,8 travailleurs pour chaque retraité. Dans les années 1990, il y avait 5,1 travailleurs par retraité permettant de soutenir confortablement les personnes âgées grâce aux impôts. Aujourd'hui,
Avec moins de travailleurs disponibles, chaque individu doit supporter une charge nettement plus lourde. Une plus grande partie de leurs revenus est consacrée aux impôts, aux pensions et aux soins de santé pour les aînés, laissant peu pour l'épargne personnelle, les investissements ou leur propre plan de retraite. Alors que les jeunes générations sont de plus en plus sollicitées, l'économie ralentit car il y a moins d'argent en circulation, piégeant le Japon dans une boucle de déficit budgétaire et d'endettement croissant. Passons au chapitre suivant. Comme dit précédemment, la dette du Japon représente environ 2,5 fois son économie, soit la plus élevée des grandes économies mondiales. Et c'est pourquoi nous l'appelons le mont Fuji de la dette du Japon. Mais comment Tokyo a-t-elle pu laisser les chiffres grimper aussi haut ? Replongeons dans les années 80, une période où le Japon était en plein boom économique. Les prix de l'immobilier ont grimpé en flèche, les marchés boursiers ont atteint des sommets historiques, et tout le monde pensait que les beaux jours ne finiraient jamais. Mais au début des années 1990, la bulle économique du Japon a éclaté. L'économie japonaise, dépendante des exportations, principalement vers l'Amérique, a été fortement impactée lorsque les Américains ont cessé d'acheter des produits aux Japonais, provoquant la peur. Ici, la crainte est que si la plus grande économie du monde s'effondre, elle entraînera avec elle la deuxième plus grande économie du monde. Avant que le Japon ne commence une longue descente dans une profonde récession, mais ce sont les jeunes japonais, qui n'étaient que des enfants lorsque la bulle a éclaté, qui en paient encore le prix aujourd'hui. Les marchés boursiers et les prix de l'immobilier, qui avaient grimpé au point où la terre autour du palais impérial de Tokyo valait plus que tous les biens immobiliers de Californie, se sont effondrés. Cet effondrement a plongé le Japon dans une ère douloureuse et prolongée de stagnation et de déflation, connue sous le nom des décennies perdues. Pour stopper la chute libre, Tokyo a fait la seule chose que les politiciens du monde entier savent faire, dépenser de l'argent. Autoroutes, ponts, subventions et projets d'emploi ont été évoqués. La stratégie a à peine suffi à maintenir les lumières allumées malgré la stagnation des recettes fiscales dans une économie au ralenti, devenant rapidement une habitude. À chaque ralentissement économique, le gouvernement réagissait avec davantage de mesures de relance. Dès la fin des années 90 et durant les années 2000, les déficits budgétaires sont devenus la norme au Japon. Même pendant les années économiques relativement bonnes, ils équilibraient rarement leurs comptes. Lors d'urgences, comme la crise financière mondiale de 2008, le séisme dévastateur de 2011 et la catastrophe de Fukushima, ou la pandémie de maladies à coronavirus 2019, le Japon a dépensé énormément pour maintenir l'économie à flot. Ils ont accumulé dette sur dette, en espérant pouvoir arranger les choses plus tard. C'est comme payer la facture d'une carte de crédit avec une autre carte de crédit. Oui, tu peux continuer, mais seulement si quelqu'un te prête à des taux bas. Une grande partie de leurs économies a fini investie dans les obligations d'État japonaises, via les banques ou le système d'épargne postale du pays. L'inflation étant presque nulle, les gens acceptaient les faibles rendements de ces obligations, car tout le reste rapportait peu de toute manière. De plus, comme les Japonais détenaient eux-mêmes la majeure partie de la dette nationale, le Japon n'avait pas trop à craindre un retrait soudain des investisseurs étrangers, qui aurait pu provoquer un effondrement économique, comme ce fut le cas en Grèce. Cette configuration unique a permis au Japon de supporter cette énorme dette pendant des décennies sans grande crise. Les taux d'intérêt sur ces obligations d'État ont poursuivi leur baisse au fil des années, pour finalement atteindre un niveau proche de zéro. Nous y reviendrons sous peu. Mais ce n'est pas parce que les investisseurs ont accepté cette dette qu'elle n'était pas dangereuse. Le gouvernement japonais doit maintenant environ 1 100 000 milliards de yens, soit environ 8 à 9 000 milliards de dollars états-unis. Le paiement des intérêts sur la dette, appelé service de la dette, est une dépense considérable. En 2024 environ, 24% du budget annuel du Japon était dédié au remboursement de la dette nationale. Cela représente 27 000 milliards de yens. Le ministère des Finances japonais a averti que si les taux d'intérêt augmentaient légèrement, les paiements de la dette pourraient exploser, aggravant la situation. Cela forcerait le Japon à emprunter davantage pour payer ses intérêts en hausse, créant une spirale d'endettement. Un cercle vicieux où la hausse des taux d'intérêt augmente les paiements de la dette, creusant le déficit. Le gouvernement emprunte plus, effrayant les investisseurs, ce qui fait encore grimper les taux, alimentant le cycle. Le Japon a évité cette spirale grâce à des taux d'intérêt très bas et à l'action de la Banque du Japon. Ces dernières décennies, la Banque du Japon a appliqué une stratégie d'assouplissement quantitatif. Le assouplissement quantitatif consiste pour une banque centrale à créer de la monnaie électronique pour acheter des obligations d'État. En 2024, la Banque du Japon détenait plus de 570 000 milliards de yens en obligations d'État japonaises, Japanese Government Bonds, soit plus de 50% de la dette publique en circulation.
En pratique, le gouvernement devait une grande partie de sa dette à sa propre banque centrale. Le but était de réduire les taux d'intérêt en stimulant la demande d'obligations, gardant ainsi les rendements proches de zéro ou négatifs. Cela a permis au gouvernement d'emprunter à moindre coût malgré une dette totale de 260% du produit intérieur brut. Pour mettre en perspective, les achats frénétiques d'obligations de la Banque du Japon ont éclipsé même le programme d'assouplissement quantitatif de la Fed, qui paraît modéré en comparaison. À un moment donné, les avoirs totaux de la BOJ ont excédé 130% du produit intérieur brut japonais. Cet arrangement a remarquablement bien fonctionné pendant de longues années. Le gouvernement japonais a pu continuer à emprunter et dépenser sans réaction négative des marchés financiers. Les investisseurs nationaux et la Banque du Japon assuraient l'achat constant des obligations, permettant au Japon de garder des taux d'intérêt très bas. Mais cet équilibre a toujours été un peu fragile. Il dépendait totalement d'une inflation très faible, de taux d'intérêt extrêmement bas et d'achats constants d'obligations. Comme dans une cocotte minute, une petite valve laisse échapper lentement la vapeur, maintenant la pression sous contrôle. Mais si cette valve venait à se fermer ou à mal fonctionner, il y aurait une explosion de pression. Vous voyez, avant les décennies perdues des années 1990, le Japon avait un taux d'intérêt d'environ 6% en 1995. Il a été réduit à 0,5% et pourtant l'économie est restée faible. Les prix baissaient, les entreprises restaient prudentes, et les banques étaient pleines de prêts douteux de l'époque de la bulle. Les gens ne voulaient ni emprunter, ni dépenser. De plus, la crise financière asiatique de 1997 a durement frappé le Japon. La croissance a ralenti, la confiance des consommateurs a chuté malgré les plans de relance du gouvernement, qui ont gonflé la dette sans résoudre le problème. En 1999, la Banque du Japon a adopté une politique de taux d'intérêt zéro, et pendant les 2 décennies suivantes, le Japon ne s'en est jamais vraiment éloigné. Cette politique a permis d'empêcher l'aggravation de la situation dans une certaine mesure, sans pour autant résoudre les problèmes sous-jacents. En 2016, le Japon a poussé les limites encore plus loin. La Banque du Japon a instauré des taux d'intérêt négatifs, obligeant les banques à payer une commission pour déposer leur surplus d'argent auprès d'elles. Le Japon visait à encourager les banques à prêter davantage et à inciter les particuliers et les entreprises à dépenser plutôt qu'à épargner. Parallèlement, la Banque du Japon a poursuivi l'assouplissement quantitatif en imprimant plus d'argent et en achetant massivement des obligations d'État, des actions via des fonds négociés en bourse et des dettes d'entreprises pour injecter des liquidités sur le marché. Mais même après tout cela, l'inflation est restée obstinément basse. En 2016, la Banque du Japon a tenté une nouvelle approche. Elle n'a pas seulement baissé les taux à court terme, elle a aussi commencé à contrôler ceux à long terme. Ceci s'appelait le contrôle de la courbe des taux. Cela impliquait que les taux des obligations d'État à 10 ans demeureraient près de zéro. Si les taux augmentent, la Banque du Japon achèterait des obligations pour les faire baisser. C'était un rêve devenu réalité pour les emprunteurs. Les particuliers, les entreprises et le gouvernement pouvaient désormais emprunter presque gratuitement, même pour 10 ans. C'est à ce moment-là que le yen a commencé à circuler mondialement. Un minuscule changement au Japon a un impact sur l'économie mondiale entière. Les économistes appellent cela le carry trade sur le yen. Lorsque les taux d'intérêt dans un pays sont très bas, comme au Japon, il devient intéressant d'emprunter dans cette devise et d'investir là où les taux sont plus élevés. Les investisseurs et traders mondiaux ont perçu une opportunité évidente. Empruntez des yens bon marché, convertissez-les en devises étrangères, puis investissez dans des actifs à rendement supérieur à l'étranger, comme des obligations américaines, à 3% australiennes, à 4% ou brésiliennes encore plus rentables. La différence entre ces rendements plus élevés à l'étranger et le coût d'emprunt presque nul du Japon devenait un pur profit, tant que les taux de change restaient instables. Durant des décennies, des milliers de milliards de yens ont quitté le Japon. Des investisseurs, des fonds spéculatifs de Wall Street aux grandes institutions financières japonaises empruntaient du yen à bas coût pour le prêter ou l'investir mondialement. Le Japon a injecté de l'argent facile dans l'économie mondiale. Maintenant, le yen faible grâce à cet énorme flux sortant. Un yen faible était bénéfique pour l'économie japonaise axée sur l'export, donc les décideurs l'ont toléré, voire accueilli favorablement. Cependant, ce carry trade lucratif comporte également des risques. Le plus grand risque était tous les retournements soudains de devises, surtout si le yen se renforçait. Emprunter 1 milliard de yens à un taux de change de 100 yens pour $1, ce qui équivaut à environ 10 millions de dollars américains.
Si le yen se renforçait soudainement à 90 yens pour $1, ce même milliard de yens que vous devez coûte maintenant 11,1 millions de dollars américains à rembourser. Vous pourriez perdre des bénéfices, ou pire encore, une partie importante de votre capital. Si le yen se renforce soudainement, même légèrement, de nombreux traders se hâteraient de rembourser leurs prêts en yens. Mais rembourser ces prêts implique d'acheter des yens, augmentant davantage sa valeur, créant un cercle vicieux. Cette hausse brutale peut vite anéantir le capital des investisseurs. Lors de la crise financière de 2008, des investisseurs paniqués ont rapidement remboursé leurs prêts en yens, provoquant une envolée du yen. De même, début 2016, une brève instabilité du marché américain a déclenché une appréciation rapide du yen, les traders de carry trade se précipitant pour clôturer leurs positions. Les analystes comparent le carry trade sur le yen au fait de ramasser des pièces devant un rouleau compresseur. Vous gagnez un petit bénéfice régulier tant que le yen reste faible ou stable, mais il y a toujours un risque imminent de perte catastrophique si le yen s'apprécie soudainement. Malgré le risque, les politiques japonaises de taux d'intérêt ultra bas et prévisibles ont minimisé la volatilité pendant des décennies, rendant le carry trade fiable et rentable en apparence. Au début des années 2020, selon certains analystes, les investisseurs mondiaux avaient misé des centaines de milliards de dollars sur ce pari apparemment sûr. Mais au début des années 2020, les choses ont commencé à changer. Après des décennies de lutte acharnée contre la déflation, le Japon connaît enfin une hausse de l'inflation. Cette hausse a été provoquée par l'augmentation des prix mondiaux des matières premières, le yen historiquement faible, rendant les importations plus coûteuses, et surtout par la hausse des salaires au Japon. Le printemps 2024 a connu les plus fortes hausses de salaires au Japon depuis 33 ans, poussant enfin l'inflation au-delà de l'objectif de 2% de la Banque du Japon. Pour la première fois depuis des décennies, la Banque du Japon a dû reconsidérer sa politique de taux d'intérêt ultra bas de longue date. Sous la direction du nouveau gouverneur, Kazuo Ueda, en poste depuis 2023, la Banque du Japon a prudemment initié un retour à la normale de sa politique, en relevant les taux depuis des niveaux négatifs ou nuls, et en permettant une légère hausse des rendements obligataires. Mais comme expliqué plus tôt, même un minuscule changement pourrait avoir des conséquences drastiques pour les investisseurs. Toute la base du carry trade mondial sur le yen a commencé à vaciller, et avec elle, les marchés mondiaux partout dans le monde. Les rumeurs se sont répandues rapidement, et en juillet 2024, la BOJ a finalement relevé les taux d'intérêt à 0,25%. Les investisseurs ont paniqué et ont rapidement dénoué leurs importantes opérations de carry trade sur le yen. Environ la moitié de ces opérations de carry trade se sont effondrées presque instantanément. Les actions mondiales ont chuté alors que les investisseurs se sont précipités pour rembourser leurs dettes en yens, accélérant la hausse du yen. La bourse japonaise Nikkei a connu sa plus forte baisse journalière depuis 1987. Le contrôle de la courbe des taux a été levé, faisant grimper le rendement des obligations à 10 ans, à 1%. Peu après, les rendements obligataires à long terme ont bondi. Début 2025, le rendement à 30 ans du Japon a franchi 3%, son plus haut niveau depuis des décennies. C'est alors que l'argent japonais qui avait afflué à l'étranger a commencé à revenir rapidement au pays. Fin 2023, les investisseurs japonais détenaient l'impressionnante somme de 2300 milliards de dollars en obligations étrangères, dont environ 1100 milliards en bons du Trésor américain, faisant du Japon le plus grand créancier étranger des États-Unis. Cet investissement massif à l'étranger était logique quand les taux d'intérêt japonais étaient près de zéro. Pourquoi se contenter d'une obligation japonaise à 10 ans, à presque 0%, alors qu'on pouvait gagner 2 ou 3% sur les bons du Trésor américain? Cependant, avec la hausse des rendements obligataires japonais, les investissements étrangers ont perdu de leur attrait pour les investisseurs nippons. Cela a engendré le risque de rapatriement, où les institutions japonaises pourraient rapatrier des fonds en vendant des obligations étrangères ou en réduisant leurs nouveaux achats à l'étranger. À mesure que les rendements japonais augmentent, les obligations nationales redeviennent attrayantes. De plus, un yen fort rend les investissements étrangers plus risqués. En 2023, convertir les obligations du Trésor américain en yens effaçait souvent presque tous les avantages de rendement, rendant parfois les investissements étrangers négatifs. Cela a beaucoup d'importance à l'échelle mondiale, surtout sur le vaste marché des bons du Trésor américain, qui est la référence mondiale pour les obligations. Même une légère réduction de leurs avoirs ou un simple ralentissement des nouveaux achats pourrait faire grimper davantage les taux d'intérêt américains. Si l'offre d'obligations augmentait, les prix baisseraient et les rendements seraient poussés à la hausse.
Un vieux dicton dit « Si le Japon éternue, le monde s'enrhume ». Sur le marché obligataire, il y a souvent une part de vérité derrière l'exagération. Le marché obligataire japonais a toujours été stable, presque ennuyeux, avec une demande constante et des taux bas. Mais cette année a tout changé. Même le marché obligataire japonais montre des signes de difficulté. Bien sûr, il ne s'effondre pas du jour au lendemain. Mais pour un pays qui a levé des fonds sans effort pendant des décennies, cette instabilité soudaine est un énorme signal d'alarme. Le fait même de discuter des frayeurs sur le marché obligataire japonais est inédit et mérite une attention particulière. Cependant, le Japon ne s'effondrera probablement pas dans la prochaine décennie. Quand le Premier ministre du Japon affirme que les finances du pays sont pires que celles de la Grèce, il est normal que les gens s'inquiètent. La Grèce a traversé une crise de la dette dévastatrice dans les années 2010. Les coûts d'emprunt ont grimpé en flèche, les banques ont nécessité des plans de sauvetage, et des coupes de budgétaires sévères ont causé de graves difficultés économiques. Mais le Japon est différent. Très différent de la Grèce. D'abord, le Japon emprunte dans sa propre monnaie. Il a sa propre banque centrale, la Banque du Japon, qui peut toujours imprimer plus de yens si nécessaire. La Grèce ne pouvait pas le faire car elle dépendait de l'euro, une monnaie hors de son contrôle. Contrairement à la Grèce, le Japon ne peut jamais être à court d'argent ou contraint de faire défaut. Deuxièmement, environ 90 à 95% de la dette du Japon est détenue au niveau national, principalement par des institutions financières japonaises et la Banque du Japon elle-même. La crise de la dette grecque a été causée par l'endettement élevé du pays envers des investisseurs étrangers qui ont paniqué et retiré leurs fonds rapidement. Les investisseurs japonais sont stables et moins susceptibles d'abandonner soudainement leurs propres obligations d'État, car cela leur nuirait également. Troisièmement, les finances du Japon sont transparentes. Chacun connaît précisément le montant de sa dette. La crise grecque s'est aggravée avec la découverte soudaine de déficits cachés, détruisant la confiance. Les difficultés du Japon, quoique sérieuses, sont bien comprises et déjà intégrées par les investisseurs dans leurs prévisions. Quatrièmement, l'économie et le marché financier japonais sont vastes et variés. C'est la troisième plus grande économie au monde et le deuxième plus grand marché obligataire. L'économie grecque, trop petite, n'a pu surmonter la crise. Le Japon, quant à lui, génère toujours des excédents commerciaux constants et possède des industries mondialement compétitives. En somme, le Japon n'a pas besoin d'aide extérieure. Aucun prêt du Fonds monétaire international ou de l'Union européenne ne peut lui dicter des mesures inappropriées comme des coupes budgétaires. Le Japon s'autofinance. Ces différences clés impliquent que le Japon ne risque pas un effondrement soudain comme la Grèce, ou un défaut de paiement total. Au lieu de cela, le plus grand risque pour le Japon est plus progressif, une lente érosion par l'inflation, la dévaluation de la monnaie, ou la monétisation de la dette, où la Banque du Japon renouvelle continuellement la dette indéfiniment, réduisant ainsi la valeur du yen et affaiblissant le pouvoir d'achat au fil du temps. Cependant, la loi de Murphy nous rappelle que tout ce qui peut mal tourner finira par arriver. Et vu l'importance mondiale du Japon, même cette crise lente est très dangereuse pour tous. Le Japon représente environ 6% de l'économie mondiale, avec une influence financière étendue, des bons du Trésor américain aux marchés mondiaux d'actions et d'obligations. Un effondrement sérieux du Japon pourrait déclencher un effondrement mondial. Chaque nation subirait des ventes massives. Plusieurs marchés s'effondreraient. Une crise au Japon ne serait pas contenue comme celle de la Grèce. C'est le moins qu'on puisse dire, le Japon est trop grand pour faire faillite.